Notre enquête commence à l'autre bout du monde, en Colombie, la région de Medellín. La référence mondiale en matière de cocaïne depuis plus de 40 ans. Direction la cordillère des Andes au Barro Cauca, où se trouvent les champs de coca. Au cœur d'un territoire gigantesque de 8500 km². Nous sommes dans le plus grand site de production de cocaïne au monde. Une jungle difficile d'accès, survolée par les hélicoptères de l'armée qui luttent contre les trafiquants. Encaissé au pied des montagnes, le petit village de Tarasa. Un véritable petit Far West. Après leur journée de travail, les paysans font la tournée des bars et des prostituées. Nous avons rendez-vous avec un petit agriculteur, un certain Pablo. Comme prévu, il arrive sur son cheval. Officiellement, il produit du cacao. Mais comme tout le monde ici, il fait aussi de la coca en cachette. Il a accepté de nous emmener sur une récolte. Ces champs se trouvent à 15 km de Tarasa, dans la montagne. À partir de maintenant, on va faire 3 heures de cheval pour arriver jusqu'aux cultures de coca, si Dieu le veut. Dans cette jungle immense, il est facile de dissimuler des plantations illégales. Et ici, le climat est idéal pour la coca. 30 degrés toute l'année avec une forte humidité. Durant toute l'ascension, Pablo ne lâche pas son téléphone et il contacte régulièrement ses employés. Tout va bien là-haut? Ok, on arrive. À qui vous téléphonez? Je parlais à un travailleur. Ils font quoi exactement? Ils sont en train de préparer les feuilles pour les emmener à la planque. Soudain, un bruit dans le ciel. C'est un hélicoptère de l'armée. Pablo se cache sous un arbre. En Colombie, la culture de la feuille de coca est interdite par la loi et passible de 4 ans de prison. Tu vois l'hélicoptère là-bas? Ils survolent la zone pour nous apercevoir. Ils font des rondes pour localiser les cultures et les asperger d'un produit chimique pour les détruire. Il est tout là-haut. Pour plus de discrétion, Pablo descend de cheval. Il préfère continuer à pied. Encore une bonne heure de marche sous une chaleur écrasante. Au total, le périple va lui prendre une demi-journée. Là-bas, il y a un de mes employés. Là, il y en a un autre. Les employés ne savent pas que nous sommes journalistes. Pablo nous a présentés comme des amis. La récolte consiste à arracher les feuilles de coca, branche par branche. C'est dans ces feuilles que se trouvent les substances utilisées pour fabriquer la drogue. Dans la région, le climat est si favorable que Pablo arrive à faire 4 récoltes par an. Tu vois, c'est des feuilles de coca. La coca, c'est la vraie richesse de son exploitation. Tu vois ces arbres de cacao? J'en ai 10 ou 20 000, mais ils me donnent juste de quoi manger. Le cacao ne rapporte rien? Ce n'est pas assez. Alors qu'avec ces petits arbustes de coca, on peut survivre pendant des mois. Ici, la nourriture est chère. Les employés de Pablo viennent des villages environnants. José a 16 ans, il gagne 8 € par jour, l'équivalent du SMIC colombien. Une très bonne paye pour un paysan.
Un sac de feuilles de coca vaut environ 8,50 €. Pour optimiser la valeur de cette matière première, Pablo fabrique lui-même de la drogue depuis quelques années. Après la récolte, l'agriculteur se transforme en petit chimiste. Il envoie ses acolytes chercher les produits nécessaires à la fabrication de la drogue. Bon les gars, achetez du pétrole avec ça et un pot de destop dans la station essence. 5 kilos de ciment aussi? Oui, c'est ça. Tu veux du gasoil? Non, de l'essence. Au fond de ce ravin, ce que Pablo appelle son laboratoire. Un simple terrain de terre battue caché sous des arbres. La transformation peut commencer. Les feuilles de coca sont d'abord broyées. Les employés apportent de l'essence et du ciment, car pour obtenir de la drogue, il faut d'abord réaliser un incroyable cocktail de produits chimiques. Première étape, le ciment est mélangé aux feuilles. C'est du ciment. Un peu d'eau, on met le tout dans un tonneau, plusieurs litres d'essence et 2 doigts de soude caustique pour détruire les résidus d'essence et de ciment. Ça, c'est de l'acide caustique. C'est très dangereux. Si ça te tombe dessus, ça te brûle la peau. C'est super dangereux. Cette mixture macère dans le baril. Après 2 heures d'attente, on filtre le liquide obtenu. Pour stopper la réaction chimique entre l'essence et la soude caustique, Pablo rajoute un autre produit très toxique. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est de l'acide sulfurique, qu'on utilise aussi pour déboucher les toilettes. Nous, on s'en sert pour travailler. Ce liquide contient une forte concentration de feuilles de coca. Pour vérifier que la transformation s'est bien passée, Pablo a sa méthode. Et là, je goûte. Je vais devenir encore plus fou avec tous ces produits chimiques. Il faut attendre encore un peu, mais ça commence à sentir. Dernier ingrédient de la recette, du sel de potassium qui rend le liquide blanchâtre. Vous faites quoi exactement là? On est en train d'obtenir la base de cocaïne. Ça sent la pure. Il faut maintenant transformer le liquide en poudre. C'est très facile. Quelques secondes de cuisson. Chauffe, chauffe pour enlever l'eau. Sous l'effet de la chaleur et de l'évaporation, Pablo obtient bientôt ces blocs. Ce qu'on appelle de la cocaïne base. Ça, c'est ce qu'on appelle la pâte de coca. C'est de la cocaïne pure. C'est de la vraie. C'est pour ça que tout le monde se bat. Du concentré de feuilles de coca, plus des résidus de destop, de soude, d'essence et de ciment. Mais ça, le consommateur n'est pas censé le savoir. Il y aura une dernière étape pour faire de la poudre fine, un passage au micro-ondes. Mais Pablo n'a pas voulu que nous filmions. Salut, chef.
Ça roule? Ça va. Ah oui, la commande. Cette semaine, si Dieu le veut. C'est le chef? C'est le chef? Allez, bonne chance. De quoi s'agit-il, Pablo? Un boss de Medellín, le narco. Le boss de Medellín, c'est un nouveau client qui a besoin de 50 kilos de coke. Commande urgente. Mais Pablo ne dispose pas d'un tel volume. Alors il a une idée. Il fait appel à tous les autres paysans du coin. Ils mettent leur production en commun pour décrocher ce gros marché. On a presque la quantité demandée par le narco de Medellín. Avant de confirmer la vente, le boss de Medellín a exigé de pouvoir tester la qualité de la drogue. Pablo doit fournir un échantillon. Faut voir si ça lui convient parce qu'il m'a fait une grosse commande. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la coke. Ça, c'est de la cocaïne? Oui, ça, c'est de la cocaïne. Il y en a combien environ? Là, j'en ai environ 300 grammes. S'il n'aime pas ça, c'est qu'il n'aime pas les bonnes choses. C'est de la pure? Oui, c'est de la pure. Avec son échantillon, Pablo redescend au village de Tarasa. Une fois arrivé, il monte dans un taxi collectif pour rallier Medellín plus discrètement à 4 heures de route. Il s'installe toujours près de la fenêtre pour pouvoir se débarrasser de l'échantillon en cas de problème. Cette route est le seul accès vers Medellín depuis la cordillère des Andes. Surnommée la route de la coke, elle est truffée de barrages de l'armée qui contrôlent les véhicules avec des chiens renifleurs. Ils cherchent la drogue bien sûr, mais aussi des produits chimiques utilisés pour la transformation des feuilles. Pablo a réussi à passer entre les mailles du filet. Il arrive sans encombre à Medellín. Dans son sac plastique, son échantillon de 300 grammes. S'il se fait prendre, il risque 2 ans de prison. Il n'est pas rassuré. En venant ici, je risque ma liberté si jamais on m'attrape. Pablo a rendez-vous dans une cafétéria du centre-ville avec un lieutenant du boss, un certain Chico. Salut mon pote, comment ça va? Tu vois bien encore ici? Un coca s'il vous plaît. T'en veux un? Je vais te montrer la qualité. J'ai une qualité de mes terres. Moi je te dis tout de suite, si tu bosses avec nous, ça va être un truc sérieux, sans embrouille. Tiens, ça c'est pour toi. C'est pas beaucoup, mais tu as de quoi picoler. Et toi, pourquoi tu me donnes pas l'échantillon? On est venu pour ça. Ouais, ok, c'est bon. Eh, elle a l'air bien. Je vais l'amener avec moi. Bon, on se rappelle. Que Dieu te bénisse. Chico s'en va comme si de rien n'était. Pablo a finalement décroché le contrat. Les 50 kilos lui seront achetés 60 000 €. Au gramme, cela fait 1,50 €. Premier problème, il faut sortir la drogue du pays. C'est le rôle de Chico, le lieutenant du boss. Nous avons rendez-vous avec lui dans une planque, sur les hauteurs de Medellín. Bonjour, je viens de la part de Fernando. Tu le connais? Chico est nerveux, crispé sur son arme, il refuse de nous serrer la main.
Avance, assieds-toi là et tu ne filmes pas, ok? Pourquoi t'as pas prévenu que tu venais? Allez, vas-y, vas-y. Vérifie son identité. Dans la pièce, un acolyte de Chico, lui aussi, est complètement stressé. Eh, tu éteins ça, tu éteins ça. Tu éteins tout de suite. Je viens de la part de Fernando. Attends, je veux vérifier. Dans cette maison, personne ne rentre comme ça. Et encore moins avec une caméra. Sur la table, de la coke étalée. Les deux trafiquants ne se souviennent plus que nous avons rendez-vous. Chico sniffe en permanence. Vas-y, assieds-toi. Assieds-toi là. L'acolyte envoie un texto à son boss pour vérifier que nous sommes bien journalistes. Je voudrais juste comprendre comment fonctionne ce business. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il finit par avoir confirmation que notre rendez-vous était prévu et se détend. C'est bon, assieds-toi l'ami. Ça y est, tu sais qui je suis maintenant? Ok, c'est bon, assieds-toi, relax. Mais Chico est toujours aussi excité et complètement défoncé. Allez, allez, casse-toi, casse-toi. Allez, allez, casse-toi maintenant. Sors d'ici. Tu files et... Tu peux pas rester là. Allez, allez. Allez, allez, éteins la caméra. Si jamais je commence à tout te raconter, on va me retrouver en petits morceaux avant que je dise quoi que ce soit. Finalement, les deux trafiquants nous mettent dehors. Bon, allons-y, allons-y. Allez, allez, casse-toi, casse-toi. Quelques mois plus tard, nous avons à nouveau rendez-vous avec Chico. Cette fois, il nous accueille à son domicile. Il est beaucoup plus détendu. Il est d'accord pour nous montrer ses méthodes d'exportation de la drogue hors de Colombie. La journée va être importante. Tu pourras venir voir, mais je te préviens, si tu viens seul. Je ne peux pas t'en dire plus. Tu verras de tes propres yeux. Allez, on se voit cet après-midi, d'accord? Dites-moi, on vous embauche comment? Tu t'occupes pas de ça, ça ne te regarde pas. T'as pas besoin de le savoir. T'as déjà un contact avec moi, ça suffit, c'est la seule chose qui compte. Juste une question, vous êtes tueur à gages aussi? Bien sûr, tu sais très bien qu'on est obligé. Dès que tu touches à ce business, t'as pas le choix. Allez, on se voit plus tard. Rendez-vous est pris dans la banlieue de Medellín. Rentre vite, rentre vite. Une villa grillagée avec piscine. Hé, enfoiré, ouvre. Le français est là. Salut mon pote, tu vas bien? T'es encore venu avec ta caméra? Chico et son acolyte confectionnent des paquets d'1 kilo pour l'exportation. Là, je suis en train de l'emballer. Regarde ce joli bébé. Chico sniffe en permanence. En Europe, ils se tuent pour ça. Nous, ici, on l'a gratos. Allez, allez, goûte, goûte, mon gars. Allez, vas-y, vas-y, goûte. Sur chaque paquet, un trèfle à 4 feuilles. Ça, c'est la signature du patron. On la met pour éviter que ce chargement se mélange avec d'autres cargaisons vers l'Europe. Et pour qu'elle ne se perde pas non plus. Sinon, c'est un vrai problème.
Allez, on se dépêche. Et à l'étranger, ça coûte combien? Ça dépend si tu aimes les euros ou les dollars. Les euros, ça coûte plus, les dollars, ça coûte moins. Si tu achètes un kilo en Europe, il vaudra 50 000 euros. Aux USA, 35 000 $. Tout ça dépend de l'offre et de la demande. Bon, c'est fini, nous on doit bosser. Éteins cette saloperie de caméra. Chico est à nouveau complètement défoncé. Tu veux goûter, mon pote? Putain, c'est bon ce fromage. Soudain, un bruit de moteur dans la cour. Panique chez les trafiquants. Attends, couillon, je crois que quelqu'un vient d'arriver. Putain de merde. Putain, il y a une voiture. Il faut que tu arrêtes de filmer. Éteins mon pote. Éteins cette caméra, mon pote. Allez, allez, éteins-la. Allez, rentre, putain, et va là-bas. La voiture est un 4x4 aux vitres fumées. À l'intérieur, le grand patron du réseau. Il n'est pas au courant de notre présence. Le 4x4 fait demi-tour dans le jardin pour pouvoir s'enfuir en cas de problème. Le patron donne ses instructions sans quitter son volant. Vite, vite, rentre, putain, va là-bas. Rentre, putain, vite. C'est qui le monsieur de la voiture? Non, non, tu t'occupes pas de ça. Va là-bas, va là-bas. Et ne revenez plus avec ce mec, vous. Chico est à cran. La situation se tend à nouveau. Tu nous amènes des problèmes avec ta caméra. Va-t'en. Ne venez plus avec ce mec. Je te dirai après comment on fait, mais laisse-nous maintenant. Tu vois pas que c'est chaud, là? Il y a beaucoup d'argent ici. Il y en a pour plus d'1 million de $. Enfoiré, t'as de la chance qu'on t'ait laissé rentrer ici, pour nous faire chier. Allez, c'est bon maintenant. Laisse-moi juste filmer les sacs. Putain, mon pote, tu peux pas rester ici. Si tu veux, je t'appelle. Je te raconte ce qu'on fait, tu dégages. Ça fait combien tout ça environ? Je te l'ai déjà dit, il y en a pour plus d'1 million de $, mon pote. Ça y est, tu as déjà filmé tout ce que tu voulais ici. Faut que tu partes, connard. On peut plus rester ici, on va être grillés. Je te téléphonerai pour la traversée du fleuve. Trafiquants ont prévu de remonter le fleuve Magdalena par bateau vers le nord du pays. Ils vont ainsi pouvoir éviter les barrages routiers. De là, ils vont aller au Venezuela en voiture. Objectif: Caracas, la capitale d'où la drogue partira en bateau vers l'Europe. Le lendemain, Chico et ses gars nous donnent rendez-vous de nuit pour aller jusqu'au fleuve Magdalena à 3 heures de Medellín. Sur ces petites routes de campagne, le véhicule roule à tombeau ouvert. À 5 km du fleuve, la drogue est déchargée. La suite se fait à pied à travers la forêt. « 22 heures, nous arrivons enfin sur la rive du fleuve Magdalena. Le bateau nous attend. Chico charge les 48 kilos de coke. Et c'est parti. Allez les gars, allons-y. On va descendre le fleuve. Courage. 350 km de navigation à plein gaz. Et pourquoi vous prenez le fleuve? C'est la voie la plus sûre de nuit, vu qu'on a une grande quantité de marchandises. On est obligé de descendre le fleuve toute la nuit, c'est plus sûr. Sur cette voie, on a des guetteurs qui nous informent. Tout est contrôlé. On est encore loin du Venezuela.
Soudain, à un tiers du parcours, changement de programme. Les trafiquants décident de nous débarquer. Contrairement à ce qui était prévu, ils ne veulent plus nous emmener jusqu'au Venezuela. Toi, dans 1 heure, mon pote, tu vas descendre et tu te débrouilleras pour rentrer à Medellín ou n'importe où, et tu ne pourras plus continuer avec nous. Ce sont les ordres du chef. T'es arrivé jusque-là, c'est déjà bien. Nous nous retrouvons au bord du fleuve, en pleine forêt. Nous décidons de rallier le Venezuela par nos propres moyens. Trois jours plus tard, nous arrivons à San Antonio, à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Nous retrouvons l'homme qui nous a fait descendre du bateau. Nous lui demandons de nous accompagner jusqu'à Caracas pour retrouver Chico. Je peux le retrouver à Caracas? Non, et je ne te conseille pas d'y aller parce qu'on va te flinguer. Personne ne va te donner l'autorisation là-bas. Ni le patron, ni nous. Là-bas, on a affaire avec d'autres groupes. Et on va se faire griller avec ta caméra. Ils vont tous nous descendre. Quoi, c'est très difficile? Tout ça, ça va partir pour l'Espagne. C'est une grosse cargaison. C'est un grand chargement? C'est un putain de chargement. Quelle quantité? Environ 400 ou 500 kilos. Si tu vas là-bas, ne t'attends pas à ce qu'ils te disent bonjour. Ou alors avec des balles. Il ne nous donne aucun espoir de retrouver Chico et les autres à Caracas. Mais il propose de nous montrer quelque chose dans sa chambre d'hôtel. Ce kilo de drogue, c'est le salaire que lui a laissé Chico. En Colombie, le gramme de cocaïne valait 1,50 €. De l'autre côté de la frontière, il vaut déjà 4 fois plus, 6 €. Il insiste pour que nous lui achetions son kilo. Arrête de déconner. Achète-moi ça. Je te le laisse à 6 000 €. Ce bâtiment est rempli de flics. On est juste à côté de la frontière. Tu vas voir en bas. Moi, je la garde ici. Viens voir par là. Tous les flics sont en bas. Regarde. Plusieurs fois par an, il vient vendre sa marchandise ici, au nez et à la barbe des autorités vénézuéliennes. La frontière est juste en face. Personne ne peut imaginer que je sois là. C'est rempli de flics. Je viens toujours ici. Bon, tu veux pas l'acheter? Va te faire voir alors. Nous quittons San Antonio à la frontière. Direction Caracas, à l'autre bout du pays. Mais nous ne retrouverons jamais Chico. Il s'est volatilisé et ne nous a plus jamais donné signe de vie. À quelques kilomètres de la capitale, le port de La Guaira. C'est le deuxième port du pays. Mais surtout, la tête de pont du trafic de drogue vers l'Europe, les Caraïbes et les États-Unis. Rodolfo Schmidt est journaliste. Il a dirigé l'un des plus importants journaux vénézuéliens. Il accuse le régime de l'ancien président Hugo Chavez de complicité avec les trafiquants de drogue. Aujourd'hui, le Venezuela est un porte-avions de la cocaïne. Aujourd'hui, on peut parler d'un vrai réseau portuaire qui permet à ce porte-avions de la drogue d'exporter au moins 900 tonnes de cocaïne par an. Le trafic représente 60 milliards de dollars chaque année. Et là-dessus, 20% de commissions sont reversées à ce qu'on appelle le cartel des généraux. Ce sont des militaires
haut placés qui étaient protégés par Hugo Chavez. À Caracas, il n'y a d'ailleurs plus de bureau de la DEA, l'agence américaine antidrogue. Le régime de l'ancien président Hugo Chavez l'a fait fermer en 2005. La drogue qui traverse l'Atlantique arrive le plus souvent à Barcelone, en Espagne. Le port catalan est la porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Un port sous haute surveillance, surtout quand les cargaisons arrivent du Venezuela. Le capitaine Navarro est inspecteur à la brigade des stupéfiants de Barcelone. La semaine dernière, nous avons saisi 250 kilos qui étaient entrés par le port. C'était parti de la Colombie au Venezuela. Ça avait été conditionné au Venezuela. Pour passer leurs marchandises, ils n'hésitent pas à acheter les employés du port. Pour cacher la drogue dans les containers, les trafiquants ont des astuces. Je vais vous montrer des images d'une opération réalisée récemment. Dans ce camion porte-container, les trafiquants avaient fabriqué une double paroi derrière la cabine, qui passait inaperçue. La deuxième paroi en métal était très difficile d'accès. En 2012, les policiers ont arrêté le patron d'une entreprise de location de containers. Dans l'un de ces chargements, ils ont saisi 220 kilos de coke. Et en perquisitionnant sa villa avec piscine, ils sont tombés des nues. 200 000 euros d'argent liquide, une Rolls, un coupé Mercedes dernier cri et des tableaux de Picasso et Miro. L'entrepreneur pourrait être jugé pour trafic de drogue et risque 10 ans de prison. Qui valait 6 € le gramme au Venezuela en vaut maintenant 40 à Barcelone. Le prix a été multiplié par 7 lors de la traversée de l'Atlantique. Beaucoup de grossistes colombiens se sont carrément installés ici pour mieux contrôler le marché. Pas facile de les approcher. Pour y parvenir, nous allons accompagner un acheteur français, un certain Bernard, dealer venu de la région parisienne. Depuis 20 ans, il approvisionne une clientèle plutôt huppée à Paris. Il ne se fournit plus qu'à Barcelone. Ce soir, il a rendez-vous avec son fournisseur habituel, un Colombien, pour acheter 500 grammes. Sois discret, hein, tout à l'heure. Hein. Sinon, tu vas faire tout griller et toi-même, tu vas te mettre en danger. Fais gaffe, hein, on n'est pas là pour jouer... Je vais te laisser là, c'est mon pote là, ok? Le mec hein? qui est en blanc là? Hein? On se verra plus tard de toute façon. Il est là-bas là. Le Français et le Colombien se retrouvent en plein centre-ville pour commencer à discuter. Le lendemain, nous accompagnons Bernard pour filmer la transaction. Il nous fait passer pour un acheteur potentiel. Nous filmons en caméra cachée. Salut. C'est l'ami dont tu m'as parlé? Bonjour. Comment tu vas? Bien, et tout. Je m'excuse, j'ai que du coca, j'habite pas ici. J'y dors quelquefois, c'est une planque. Là, j'ai 2 kilos. Je peux m'asseoir? Le Colombien commence par nous présenter sa marchandise. J'ai 5 kilos. Là, j'en ai 2. Et je peux en avoir 3 demain. Les paquets de 1 kg ne sont même pas ouverts. C'est de la pure, dans son emballage d'origine. En 10 ans, ça a changé le prix de la coke. Maintenant, c'est plus réservé qu'à une élite. À l'époque, ça valait 1000 balles le gramme, tu vois. Maintenant, t'as des fils de prolo qui sniffent de la coke. Hein. Je vais te faire un bon prix, mais si ton ami en prend aussi, je te la fais à 35 000 € le kilo. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux pas descendre en dessous. Mais t'auras de la bonne qualité. Ouais, je peux lui prendre minimum un demi. Hein.
Un demi, parce que je trouve ces prix au kilo un peu cher. Mais un demi, c'est déjà pas mal. Hein. Un demi, tu la recoupes, tu fais un. Ça revient au même pour les Français. Hein. Bah oui. Ah ouais, les gamins du 16e, là. Si tu donnes trop pur, le mec, il va avoir son cœur qui va s'arracher. Donc tu la coupes. Et c'est très bien pour tout le monde. Pour tes poches et pour eux-mêmes aussi. Il n'y aura pas de problème cardiaque. Pour demi-kilo. Ok. Tu pago. Combien tu vas me payer demain? La mitad, c'est cuida, ya? 500 grammes pour 17 500 €. C'est une bonne affaire. À 35 € le gramme, Bernard est un peu en dessous du prix du marché. Le lendemain, nous retournons chez le Colombien. Nouveau rendez-vous, cette fois pour récupérer la marchandise. Rappelle-toi bien, arrête de poser trop de questions. Salut, comment ça va? Bonjour. Tu vois, j'ai préparé la marchandise comme la dernière fois. Je l'ai partagé en 2 sachets pour ton voyage. Bernard paye en cash, uniquement avec des grosses coupures de 500 € car il n'aime pas se déplacer avec trop d'argent sur lui. Mais tout à coup, problème. Attends. Le Colombien pense qu'il y a un faux billet. Ce billet est bizarre. Bueno, billete. Si sale de la banque, de 10 000 € et dit que celui-là, je le fabrique dans ma cave. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ce billet m'inspire pas confiance. Je pense qu'il est faux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses monnaies qui tombent, mais... Si. Il est un peu bizarre, celui-là. Les autres sont bien, mais celui-là... Tu sais ce qu'on va faire? Je vais le vérifier avec la machine. Et s'il y a un problème, je t'appelle. Mais je sais qu'il n'y aura pas de problème. Il y a 10 000 €? Ouais. 10 000 €, non? Pour transporter la drogue, Bernard a sa technique. Il se fait scotcher la cocaïne dans le dos. Et dis donc, alors c'est comme ça que ça se passe? Oui, on fait toujours comme ça. Ça m'a toujours porté chance pour l'instant. Et pourquoi sur le dos? Pour le dos, tu sais, en général, à la première fouille, comme ça, on croit, on ne fouille jamais le dos. Le méthode de cette manière, Direction la gare de Barcelone. Bernard ne prend jamais l'avion ni la voiture. Beaucoup trop risqué en cas de contrôle. En train, seuls les bagages passent au rayon X. Lui peut passer tranquillement avec la drogue scotchée sous ses habits. Il porte simplement un sac à dos pour dissimuler les paquets et les maintenir. Gare TGV et Paris, gare de Lyon. Pour rentrer à Paris, le voyage dure 8 heures. 8 heures d'angoisse. S'il se fait arrêter, Bernard risque 5 ans de prison. Quelques minutes après le départ, contrôle de billets. Bernard est en règle. Tout va bien. Mais ce jour-là, il a un petit souci. Les sachets de cocaïne se détachent. Ça bouge là, hein? Ça va aller. Bien plaqué avec le t-shirt, ça ira. À son arrivée à Paris, nouveau coup de stress. Sur la droite du quai, des policiers sont en train de contrôler des passagers. La police ferroviaire, t'as vu, ils arrêtent des blacks, ils arrêtent pas des whites, avec des têtes de Gaulois comme moi. L'expédition s'achève sans encombre.
Bernard va maintenant pouvoir revendre son demi-kilo au détail, gramme par gramme. Il va encore multiplier les prix par 2. 80 € le gramme, et même un peu plus. Car il a une astuce pour augmenter sa marge bénéficiaire. Quelques semaines plus tard, nous le retrouvons chez lui. Tu veux que je te montre un truc? Ouais, vas-y. Hein? Mais attention, hein, pas de conneries, hein. Sa drogue est cachée dans son aspirateur. C'est une planque, ça? Ouais, c'est une planque. Il faut pas de femme de ménage, hein. Par contre là... Bernard va nous montrer une manip que connaissent tous les dealers pour augmenter leur volume de poudre de 25%. Il coupe la coke avec d'autres produits. Grâce à cette méthode, il passe de 500 grammes de cocaïne pure à 750 grammes. Mais moi, je vais la couper un petit peu pour mon gars, là, Vous avez une commande, là? Commande de vin, je vais lui mettre 15 grammes. 15 grammes de coke et 5 grammes de Doliprane, là. Doliprane, ouais. Je peux voir l'emballage? Ouais, bon, tu connais, hein, t'as déjà eu mal à la tête, hein. Le client, évidemment, ne se rendra compte de rien. Il ne saura jamais que dans sa dose de coke, il paye 25% de Doliprane écrasé. Après ce petit mélange, les clients n'ont plus qu'à consommer. Mais Bernard, lui, ne prend jamais de cocaïne coupée. Il ne sniffe que de la pure. Il y en a qui font ça avec des billets, mais moi jamais avec des billets. Ah bon, pourquoi? Oh, l'argent, c'est déjà assez dur à gagner, c'est pour la souillette, la mettre dans le nez. Et... Non, l'argent, c'est sacré, hein. À Paris, les fêtards qui prennent de la cocaïne sont loin d'imaginer les produits qu'ils absorbent et loin d'imaginer le périple parcouru par cette drogue soi-disant chic. En Colombie, le gramme de coke vaut 1,5 €, 6 € au Venezuela, 40 € à Barcelone, 80 à Paris. En quelques semaines, la valeur de la drogue a été multipliée par 60. Le prix de la misère en Amérique latine, le prix de la folie et de l'angoisse, le prix du risque, le prix de la défonce à Paris et du danger pour la santé.